à votre écoute. Passion, partage, bonheur. Vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, voilà, merci la vie, merci la vie. Chers amis, bonjour. Je suis en face de quelqu'un qui a peut-être un problème avec les voyelles dans sa famille. Il s'appelle Schwartz, ce qui nous fait, cher Sébastien, 6 consonnes pour une voyelle. C'est ça. Et j'ai eu la bonne idée de marier une lèvre qui comporte un Z et un Y pour compliquer les choses aussi. D'accord. Écoute, je suis pas peu fier finalement de te présenter à nos auditrices auditeurs parce que tu fais partie de ces gens qui ont une faculté de démontrer de façon simple, c'est-à-dire de vulgariser des choses qui te tiennent à cœur et que moi j'adore aussi, c'est le bon vin. Donc, nous on s'est connus à travers l'Académie du CEP il y a déjà 3-4 ans bientôt. Et puis j'ai déjà assisté à 2 reprises à des stages, des éléments de connaissances qui étaient vraiment bien exprimés à travers toi. Donc je t'en remercie, puis j'ai envie de faire partager ça avec les autres. Le vin, toi, tu es né dans le vignoble ou c'est quelque chose qui t'est arrivé un peu plus tard sur ton trajet de vie? Alors je suis pas tout à fait né dedans, mais j'ai toujours eu un lien assez serré avec la vigne puisque mon père était enseignant, il est à la retraite maintenant, mais était enseignant en pédologie à l'école de Changin. Et ce qui fait que lorsque je devais aller travailler un petit peu l'été pour me faire quelques sous, c'était la vigne sans discussion. Et puis ça m'a toujours plu. Alors j'ai pas tout de suite bu du vin non plus, j'ai attendu d'avoir un âge un peu plus raisonnable. Mais c'est quelque chose qui m'a vite plu parce que c'est cette richesse, cette diversité qui m'a fasciné finalement. Ouais. Et puis Changin, je connais un autre Sébastien à Changin, qui est à la retraite maintenant, mais qui à mon avis est vraiment un maître. Et si jamais il nous entend, encore merci Sébastien Favre cette fois, Voilà, qui est ouais. œnologue. Tu es également œnologue, toi? Alors je suis pas œnologue, j'ai pas le titre d'œnologue, mais je suis maître caviste, donc je possède une maîtrise fédérale qui me permet évidemment, dont les connaissances m'ont permis de vinifier jusqu'à maintenant. Ouais. Alors, vinifier. Donc, tu as des hectares de vignes, et puis il y a le moment où on va récolter tout ça. C'est un moment magique. Si la météo est bonne, c'est encore mieux. Et puis, voilà. Est-ce qu'on peut prendre dès le départ les conditions les meilleures au moment où on a les grappes qui arrivent? Je pense qu'elles ont été déjà dépouillées de leurs feuilles et de tout autre détritus qui, en tout cas, ne concernent pas la vinification. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, Sébastien? Alors il y a déjà un travail en amont qui consiste à décider de la date de récolte. On essaie d'affiner en fonction de la précocité des cépages, puisque c'est assez typique dans le vignoble genevois. On a une vingtaine de cépages différents en moyenne, à peu près chez tous les encaveurs. Les plus précoces au plus tardif, les plus précoces comme les chardonnays ou les pinots noirs, jusqu'aux plus tardifs comme les cabernets sauvignons. Et ces différences de maturité peuvent être distancées à peu près d'1 mois dans certains millésimes. Ce qui fait que, en amont, on va déjà essayer de dire, on va commencer par récolter ces cépages-là, etc. Aussi en fonction de l'état sanitaire. Tu parlais avant des conditions météo. Ça peut vite se dégrader. Le raisin peut se mettre à pourrir. Alors à ce moment-là, c'est comme tous les fruits, il faut les récolter et essayer de trier le maximum. Alors effectivement, quand tout se passe bien, c'est très agréable. Tu me parlais avant de qu'est-ce qu'on fait avec l'arrivée du raisin à la cave. Alors lorsque le raisin est cueilli et vendangé, et comme tu l'as dit justement, on va le débarrasser, en tout cas pour les rouges, de la rafle et des feuilles. La rafle, c'est ce qui tient les baies sur la grappe. Une partie végétale qui peut donner un goût un peu herbacé s'il est vinifié avec les raisins. Et bien après, c'est l'appréhension de la qualité. On va d'abord mesurer ce qu'on appelle le taux de sucre, le degré Huxley du raisin, mesurer l'acidité aussi pour savoir un petit peu quel type de vin on pourra obtenir avec ces raisins-là. Et puis en fonction de ça, on va orienter les décisions de vinification. Donc pour les blancs, c'est très simple. On va d'abord fouler, ça veut dire écraser un peu ces raisins, les presser dans un pressoir. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé depuis la nuit des temps. On est obligé d'extraire le jus par pressage, par pressurage qu'on appelle. Et puis pour les raisins rouges, on va les encuver afin de procéder à la macération, ce qu'on appelle aussi le cuvage, qui va durer une dizaine de jours. J'ai déjà une petite question à ce stade. Tu as parlé tout à l'heure, tu as donné un nom que je ne connais pas, de la partie qui tient le grain de raisin, qu'il faut absolument retirer pour le vin rouge, mais tu avais l'air un petit peu moins clair pour le blanc. C'était moins grave, ça rajoute quelque chose? Oui. Alors c'est juste une question très pertinente. Pour les blancs, c'est vrai qu'on a tendance à les laisser dans le pressoir, parce qu'il y a un effet mécanique
physique qui permet en fait au jus de raisin de mieux s'écouler pour sortir du pressoir. Ça fait office de drain, comme ça. Ça aide à drainer les jus, parce que si on prend des raisins sans séraph et qu'on les compresse, qu'on les presse, eh ben ça va faire une motte de masse liquide comme ça qui va avoir de la peine. On va avoir de la peine, à assécher ces raisins et donc tirer le maximum de jus. Donc oui, là on laisse les rafles. Et puis tu parlais également de pourriture. Je crois qu'on peut faire de belles choses aussi avec ce genre de pourriture. Oui, alors il y a différents types de pourriture, il y a les bonnes et les moins bonnes. Celles qu'on recherche pour l'obtention des fameux vins doux liquoreux, c'est ce qu'on appelle la pourriture noble. C'est une forme de mycélium qui va dégrader la peau du raisin petit à petit et qui va permettre à l'eau de s'évaporer, ce qui va concentrer les sucres. Et en même temps amener un petit goût comme ça de champignons, mais très très agréable. Nous, celle qu'on redoute le plus, c'est la pourriture grise, qui est issue du Botrytis cinerea, ce champignon qui vraiment apporte un goût de moisi au jus de raisin, au vin, même à l'extrême si on traite pas, si on trie pas ces raisins. Et puis il y a encore une forme de pourriture qui est bien plus grave, qu'on appelle la pourriture acétique, où là, évidemment, c'est de l'acide acétique qui se crée. On est dans le vinaigre. Et on est dans le vinaigre, absolument. Ouais. Ouais. Alors, quand j'ai une grappe de raisin qui est un bout de grappe de raisin qui traîne dans un coin, et puis que je vois les grains un peu fripés déjà, et que je prends ce grain de raisin sur le palais, fréquemment, j'adore ça. Ouais. C'est le début d'une pourriture noble, ce goût-là qu'on a. Alors, pas forcément. Pour avoir de la pourriture noble, il faut des conditions météo bien précises, avec des conditions de température, d'humidité, donc un peu de brouillard, etc. J'ai pas le détail comme ça de mémoire. On trouve ça dans certaines régions bien spécifiques, comme le Sauterne, et puis évidemment en Valais, ils arrivent aussi à réunir toutes ces conditions pour favoriser la pourriture noble. Maintenant, quand tu parles de ces raisins un petit peu flétris, alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est très bon, mais le vigneron, il aime moins, parce que ça veut dire que le raisin a perdu déjà de l'eau par évaporation. On en a beaucoup vu cette année, et ça, c'était lié à la sécheresse, véritablement. Le manque d'eau a fait que la vigne a dû récupérer de l'eau dans ses propres ressources, c'est-à-dire qu'elle a pu retirer de l'eau de ses raisins pour survivre. Évidemment, la sécheresse a aussi évaporé de l'eau de ces raisins. Donc alors forcément, ça concentre, ça donne des vins beaucoup plus denses, beaucoup plus complets, beaucoup plus amples, ce qui est très, très, très qualitatif. Mais évidemment, les quantités diminuent drastiquement jour après jour. Il y a quelque temps, je suis allé chez un marchand de vin à Genève et on parlait justement des vins doux. Et puis, je lui demandais, ça, c'est une vendange tardive? Il me dit, je vais être honnête avec vous, c'en est pas vraiment une, on fait autrement. Tu peux m'expliquer la différence qu'il y a entre cette vendange tardive naturelle qui demande beaucoup de soins et puis cette opération qui semblerait approximativement donne le même résultat? Oui, alors, il y a plusieurs façons, il y a de nombreuses façons d'obtenir des vins doux. Qui sont en principe naturels, puisque... On ne parle pas du vin de paille, d'accord? Voilà, qui est d'ailleurs une très bonne méthode aussi. Alors la méthode la plus noble, c'est ce qu'on appelle le passerillage sur souche. Ça veut dire qu'on va laisser le raisin, donc c'est une vraie vendange tardive, sur sa souche, sur son cep de vigne, et qu'on va récolter peut-être en décembre, peut-être en janvier, parfois plus tôt, parfois plus tard. Ça dépend justement, encore une fois, des conditions météo. S'il y a de la pourriture noble, c'est encore mieux. Mais c'est pas toujours le cas. Et puis là, c'est forcément de nouveau l'eau du raisin naturellement qui va s'évaporer par séchage, c'est ça le passerillage. Et petit à petit va concentrer les sucres et après le process de vinification est à peu près le même que pour un raisin normal. Maintenant il y a une méthode inspirée de ce qu'on appelle les ice wine, donc c'est ces vins doux obtenus dans des vignobles un peu d'altitude où le raisin gèle tout simplement, les hivers très rudes, ou alors éventuellement, on peut amener ces raisins encore plus haut en altitude dans des régions très froides, comme à la Brévine. J'avais entendu une petite anecdote à ce sujet. Mais on peut aussi le faire de manière plus pratique dans des congélateurs industriels. Et ça s'appelle la cryo-extraction ou la cryo-sélection. Donc c'est une technique qui est très intéressante, qui donne un style de vin doux un peu différent au niveau aromatique. Donc en fait, ça consiste à congeler le raisin à une température de -6, -8 degrés.
Et puis l'eau contenue, maintenant je ne sais plus si c'est en périphérie ou au centre, mais enfin bon, les jus les moins sucrés vont geler, donc l'eau va geler, et c'est les jus les plus sucrés qui eux gèlent à une température plus basse, qui vont rester sous forme liquide. Après ça, on presse ce raisin comme un raisin normal, enfin à peu de choses près, et c'est seulement les jus les plus sucrés qui vont s'en extraire, donc on aura séparé une partie de l'eau du raisin de manière grâce à la congélation. Et là, cette technique, un avantage qui n'est pas des moindres, qui est très intéressant au niveau aromatique, c'est que le raisin en congelant, comme tout, il va prendre du volume, il va un peu exploser. Tout ça, ça va déchirer, ça va déstructurer la pellicule, la pulpe du raisin, et ça va aider à libérer ce qu'on appelle des précurseurs d'arômes. Donc des arômes, on peut dire, qui sont contenus dans la pellicule, qui ne seraient peut-être pas extraits avec une vinification normale. Et le fait que tout ça va exploser, entre guillemets, va libérer plus facilement. Et on a, c'est vrai, des arômes différents. Alors après, les préférences, c'est une question de goût, de couleur. Voilà. On revient sur nos raisins blancs et nos raisins rouges, tu vois, on a des péris, des grandes boucles comme ça, parce que, je suis un peu spontané dans ma tête et tout, puis à t'entendre, il y a des mots-clés qui me suscitent des questions. Mais je ne perds pas le fil tout de même. Non. D'accord. Une question qu'on me pose fréquemment, mais je préfère que ça soit toi qui le détaille. Je connais la réponse, mais tu le diras tellement mieux que moi. On parle de vin rouge et de vin blanc. C'est quoi la différence? Comment on fait du rouge? Comment on fait du blanc, Sébastien? Oui, c'est une très bonne question. Il faut savoir que pour faire un vin rouge, on a besoin de raisin rouge. On ne peut pas faire du vin rouge avec du raisin blanc. Et pour faire du vin blanc, il faut du raisin blanc naturellement, mais on peut aussi obtenir du vin blanc avec du raisin rouge. C'est ce qu'on appelle les blancs de noir. Alors, il faut s'imaginer un petit peu... Alors, le raisin rouge, on le voit, on l'a en face de nous, il est beau, il est tout rouge, mais si on presse directement des grains de raisin dans ses doigts, par exemple, le jus, souvent, il sort blanc. Ouais. Parce que, c'est ça, la pigmentation, en fait, de ces raisins, elle est contenue, un peu comme pour les arômes dont je vous ai parlé tout à l'heure, sont contenus dans la pellicule. Et il va falloir qu'ils se libèrent de cette pellicule. Et c'est un petit peu comme quand on prépare son thé, on fait infuser le sachet dans l'eau, et puis on va voir que petit à petit, évidemment, les arômes vont dégager, mais aussi cette couleur du thé. Pour le raisin, c'est la même chose. Ce sont les tanins? Alors, ce sont ce qu'on appelle les anthocyanes. C'est pas tout à fait les tanins, mais les tanins sont aussi contenus en grande partie dans la pellicule, bien qu'il y en ait aussi sur les pépins, mais ce sont deux composés quand même différents par leur structure chimique. C'est les anthocyanes, les flavones aussi, enfin il y a toute une gamme. Ce sont des pigments qui vont du jaune au bleu, selon les cépages qui varient en quantité, en qualité, etc. Alors quand on en est dans les couleurs, il y a on est au Besson ici, on va quand même le dire une fois. Oui. Et puis il y a des vins qui sont gris comme le Sauvignon que j'affectionne vraiment, ou le Pinot. Alors le gris là-dedans, c'est quoi? C'est ni du rouge, ni du jaune, ni du blanc, c'est quoi? Oui, alors c'est souvent des mutations naturelles qui ont été faites au fil des siècles ou des millénaires. C'est une question intéressante. Alors, si on prend l'exemple du Pinot Gris, par exemple, c'est vrai qu'il a souvent une couleur un petit peu plus marquée. Alors, il n'est pas rosé non plus. On en viendra au rosé. Voilà, je savais bien que tu me réservais une... Mais il peut être souvent un petit peu plus ambré comme ça. Ouais. Ce qui est un peu moins le cas du Sauvignon Gris. Mais par contre, c'est vrai que quand on regarde les raisins, ils sont effectivement roses, quoi. Ouais, gris, on peut les appeler gris, mais ils sont beaucoup plus foncés. Et même certains Pinot Gris, on a des fois de la peine à discerner. Si par exemple on passe en voiture à côté d'une vigne, on se dit tiens, c'est peut-être du rouge. C'est fou, c'est très marqué. Ouais. Alors oui, le rosé. Alors le rosé, c'est une large question également. C'est un vin qui revient, qui est très à la mode en ce moment. Quand on va voir, par exemple, dans les rayons de supermarchés, surtout dans le sud de la France, où ils sont très forts dans la production de ces rosés, ils en boivent beaucoup, on peut s'apercevoir aussi qu'il y a une largesse, une gamme de couleurs qui va du presque clair comme de l'eau jusqu'au rosé très foncé, presque rouge, comme c'est le cas dans certaines régions viticoles, comme le Portugal, par exemple.
Eh bien nous, nos rosés, genevois ou suisses, sont un petit peu entre deux, à une couleur souvent un peu saumonée, comme l'œil de perdrix, ou un petit peu plus vif, comme le rosé de Gamay, par exemple. Alors il y a aussi plusieurs façons d'élaborer. Évidemment, il faut à nouveau là du raisin rouge. On ne peut pas faire du rosé avec du raisin blanc. Ah, alors c'est pas un mélange de rouge et de blanc. Non, ça c'est une légende. C'est une légende, et puis je pense que ça donnerait rien d'intéressant. Mais par contre, on peut influencer un petit peu la couleur, parce qu'on peut faire cuver aussi un petit peu ce raisin, comme pour un rouge, mais pas aussi longtemps. Alors, si on le presse directement comme un blanc, on aura un rosé très clair, avec des teintes un petit peu orangées, comme ça, un petit peu saumonées. Puis si on le laisse macérer, ça peut être dans le pressoir, même lui-même, pendant plusieurs heures, ou peut-être toute la nuit, ou même dans une cuve, comme le rouge, qu'on va appeler plus tard rosé de saignée. Et là, on aura une intensité colorante un peu plus forte, mais aussi un peu plus de tanins, ce qui va faire qu'on aura des vins rosés un petit peu plus structurés, qui seront plus des rosés de gastronomie que des rosés d'apéritif. Sébastien Favre, des fois, il me téléphonait quand il était encore à Changin. Il disait, viens, on va te faire goûter. Alors, on a un vin qu'on a mis dans des vieux fûts, dans des fûts neufs, dans de l'aluminium, etc. Viens goûter, donne-nous ton avis. Donc, on en est maintenant à l'étape où on va laisser un petit peu faire la nature, mais différemment. Ou alors, comment on va l'aider, ce vin? Enfin, tout ça, comment on va le faire fermenter déjà, peut-être? Ouais, alors il faut savoir que si on laisse faire la nature un petit peu trop toute seule, eh bien, le vin, naturellement, il arrive au vinaigre. Donc, Mais est-ce que c'est vrai que des fois, c'est juste une étape? Tu sais, en Espagne, il y a un vin qu'on appelle Vino Rancio, qui est un vin qui vient d'abord au vinaigre et qui, petit à petit, arrive un petit peu comme du sherry. Tu connais ça? Oui. Je n'ai pas goûté souvent dans ma vie, mais effectivement, c'est une direction que le jus de raisin peut prendre. Il y a de multiples directions possibles. Le rôle de l'œnologue ou du vinificateur, c'est de guider selon son idée, selon le goût de ses clients, pour arriver à faire le vin, je pense en premier, qui lui plaira le plus à lui et puis qui va pouvoir commercialiser. Alors, de nouveau, depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité, voire avant, depuis que le vin est vin, l'homme a sans cesse cherché à améliorer les raisins, enfin la culture de la vigne, améliorer sur le plan qualitatif, améliorer sur le plan des rendements. En vinification aussi, c'est la même chose. On a à chaque fois cherché à faire le meilleur vin possible. Alors c'est très subjectif comme question, parce que le meilleur, personne ne sait quel est le meilleur vin. Il y a autant de meilleurs vins que de dégustateurs sur cette planète, mais il y a quand même des tendances, et au niveau sanitaire aussi, parce que de laisser faire la nature, la vinification peut produire des sous-produits qui sont des fois pas très bons pour la santé, mais donc le rôle du vinificateur, il a aussi un rôle au niveau sanitaire à ce niveau-là. Alors la magie de la vinification, effectivement, les étapes de clarification dans un premier temps, puisqu'on s'est aperçu que quand on clarifiait, quand on filtrait les jus de raisin, eh bien, on avait des arômes beaucoup plus fins, beaucoup moins grossiers. On les filtre au carbone ou on filtre Non, au alors, il y a plusieurs procédés, encore une fois. On procède d'abord à ce qu'on appelle un débourbage. C'est simplement de séparer l'épais qui va se déposer au fond de la cuve du clair qui va rester. Alors ça, c'est un simple pompage. Après, évidemment, cet épais, on va essayer d'en retirer quelque chose. Donc, c'est ça qu'on va filtrer. Alors, il y a plusieurs systèmes. Il y en a un qui est assez courant qui consiste à le filtrer à travers ce qu'on appelle des terres, des perlites. Ce sont des poudres de roches volcaniques fritées, etc. C'est une filtration tamisante assez simple à réaliser. On peut aussi obtenir du mou clair par centrifugation, comme pour certains autres produits. Et puis une fois que cette opération est effectuée, donc là on est sur des blancs, eh bien, il y a la mise en fermentation qui va être un des points clés. C'est-à-dire que le vinificateur, maintenant, dispose de levures sélectionnées par des laboratoires de recherche, par des maisons qui commercialisent aussi ces levures. C'est pas comme le boulanger, il fait pas sa levure lui-même, alors? Alors, tout est possible. Certains vinificateurs, maintenant, ont sélectionné dans leurs vignes des raisins qui font fermenter spontanément. Donc simplement en les laissant, enfin en les écrasant bien sûr, en les laissant fermenter tout seuls, pour que les levures qui sont naturellement présentes sur les raisins, eh bien ma foi, entament la fermentation. Et puis ces levures, elles peuvent être très intéressantes,
mais elles peuvent aussi être ce qu'on appelle des levures de déviation et puis mener à des caractères un petit peu spéciaux. Et ça, c'est une façon de faire qui revient un petit peu maintenant à la mode. On appelle ça partie de l'élaboration des vins nature, les fermentations spontanées. Et ça comporte toujours un risque, mais ça peut aussi... moi, j'en ai goûté des excellents qui avaient... dont la levure qui avait pris le dessus sur la fermentation, parce qu'il faut savoir qu'il y en a des dizaines de milliers, si ce n'est pas plus, de différentes souches qui peuvent être présentes sur le même vignoble. D'accord. Et il y en a toujours qui dominent, qui sont plus costauds, qui prennent le dessus, etc. Et il y en a qui donnent des très bons résultats et d'autres moins. Donc les vins nature, on les distingue à ce moment-là, en fait. Alors, ça fait partie du process d'élaboration. Oui, on ne peut pas prétendre de faire un vin nature si on ajoute une levure sélectionnée du marché. Ça, D'accord. c'est clair. Et si on reste 2 secondes sur le vin nature, donc c'est un vin sans sulfite également. Sans sulfite ajouté, ça veut dire quoi en fait? Oui, parce que c'est une bonne question. Parce que les sulfites, ils sont créés naturellement, ils sont produits naturellement, spontanément, pendant justement la fermentation. C'est un sous-produit de la levure. Donc quand elle fermente, elle va en produire un petit peu. C'est pas des doses extraordinaires. C'est pas ça qui fait mal à la tête. Non, ça c'est une légende aussi. C'est a priori ce qui fait mal à la tête, c'est une molécule qu'on appelle l'histamine, qui est un sous-produit justement qui peut être produite entre les deux fermentations, entre la fin de la fermentation alcoolique et la malolactique. On pourra en parler plus tard. L'histamine. Donc c'est pas l'estaminet là. Non, c'est pas ça. Ça peut aussi faire mal à la tête. Mais on en trouve beaucoup, je crois, dans le chocolat, si je me trompe pas, de cette histamine aussi. Alors il faut faire attention, il y a des vins qui peuvent en produire un peu plus que d'autres, notamment dans des vins qu'on aurait tendance à laisser aller tout seul, qui traînent comme ça à leur vinification. J'ai bu d'excellents vins naturels dans la Loire. Sur Genève, ça se développe aussi? Il y en a, qui commencent à en faire. J'ai un collègue, d'ailleurs, je suis allé déguster chez lui ce matin, qui fait des petits essais, qui sont d'ailleurs très bons. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir ça. Et puis, c'est vrai que c'est à la mode. On a des restaurants qui proposent ce genre de vin maintenant à leur clientèle, une clientèle d'initiés plutôt, je dirais, c'est pas la masse. Maintenant, chacun est libre de penser qu'il y a un intérêt à produire ces vins-là ou pas. Est-ce qu'il semblerait qu'il y a des cépages qui conviennent mieux? J'ai pas l'impression, non. Mais j'ai peu d'expérience et peu de recul. Non, a priori, on peut faire d'excellents vins avec n'importe quel cépage. Ouais. J'ai tellement de questions à te poser. Sébastien, si je te rappelle un de ces 4 pour aller plus loin dans notre discussion sur différents points comme le vin sur lit, c'est quoi, comment ça se fait, tout ça, est-ce que tu serais d'accord qu'on remette ça une autre fois si jamais? Mais naturellement, avec plaisir, mais je ne sais pas si j'aurai les réponses à toutes tes questions. Tu sais. Attends, si, je suis persuadé. D'ailleurs, je vais pas chercher la petite bête. Peut-être que j'en trouverai, mais c'est pas le but. Quelle question t'aimerais pas que je te pose? Ouh là là, il y en a tout plein. Non, alors, on a tous nos affinités. C'est clair que... Alors, il faudra pas me poser la question sur les vins oranges, parce que j'ai jamais pratiqué. Voilà. Un vin orange. Eh ben, écoute, tu m'apprends quelque chose. Alors, disons-moi quand même un tout petit peu plus. Ouais, 2 mots, c'est tout. Alors ça, c'est aussi une technique ancestrale qui remonte à la nuit des temps, qui consiste à faire macérer des raisins blancs, un peu comme des raisins rouges. Voilà. Donc, on a des vins qui prennent une couleur un peu orangée. On peut imaginer que sur un pinot gris, par exemple, ce soit encore plus marqué. Et ça donne des vins qui sont très intéressants, des vins beaucoup plus structurés. À l'aveugle, je n'ai jamais tenté l'expérience, mais on pourrait confondre un blanc orange, entre guillemets, avec un rouge. Des vins qui sont un peu tanniques, comme ça. C'est une nouvelle gamme de vins. On a le blanc, le rosé, le rouge, et puis on a ces vins oranges. Eh ben voilà, j'ai appris quelque chose, Sébastien. Merci beaucoup. Il y a maintenant, on a la possibilité de mettre ça effectivement dans des cuves, des récipients de différentes matières. Il y a le chêne, il y a l'aluminium, il y a le vieux chêne, du chêne neuf, etc. Toi, particulièrement, tu es partant pour quelle technologie à ce moment-là, de la vinification? Alors, ça dépend de nouveau de quel type de vin on veut obtenir. C'est clair que le bois de chêne a quelque chose de très noble. Il a aussi un intérêt œnologique très très important parce que, de par sa porosité,
Le bois permet au vin de respirer, enfin de s'oxygéner de manière très très lente et très fine. Le bois, il boit beaucoup, hein, je crois. Oui, le bois il boit beaucoup, ça c'est vrai, et puis il s'évapore aussi à travers le bois. Ma foi, il faut accepter quand on fait un vin en barrique qu'il y ait une petite perte de volume. C'est pour ça souvent aussi qu'il est un petit peu plus cher. Déjà parce que les barriques en chêne sont extrêmement... Enfin, le prix, elles valent leur prix, mais Bah oui, bien sûr. ça a un coût, quoi. Et puis on doit les remplacer tous les 3, 4, 5 ans. En Suisse romande, on a des artisans qui font encore des fûts. Alors, à ma connaissance, en Suisse romande pas, il y a des forêts. Par contre, il y a des tonneliers en Suisse alémanique, ouais, qui proposent des chênes de forêts suisses, des chênes suisses, qui sont très intéressants. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec dans une autre région viticole, et ça donne des bons résultats. Alors, suivant leur taille, les fûts, ils ont un autre nom. Oui, il y a la barrique, que tout le monde connaît. Alors, l'origine aussi peut changer le volume. On a la barrique bordelaise, la barrique bourguignonne. Alors, la bordelaise fait 225 litres, la bourguignonne 228. On a ce qu'on appelle le demi-muit, sauf erreur, qui fait 600 et quelques litres. Le foudre qui est beaucoup plus grand, qui peut faire 2-3 000 litres, même plus, quoi. Ouais. On parle de vase aussi. Et puis, il y a aussi une mode qui revient, semblerait-il. C'est du vin que l'on met dans des jarres. Oui, dans des jarres ou des amphores en grès, par exemple. Ouais, c'est aussi quelque chose qui date de très longtemps, qu'on remet un petit peu sur l'ouvrage. Alors, il y a le matériau, il y a aussi la forme, qui aurait une influence un petit peu sur les mouvements internes du vin. On parle de mouvements spontanés, etc., qui permettraient au lit, on en parlera lors de la prochaine émission, mais enfin de rester en suspension. Et puis le grès a cet avantage, un petit peu comme le bois, d'être un peu poreux, un peu perméable comme ça à l'air. Il y a aussi un matériau qui revient beaucoup à la mode, c'est le béton. Dans les caves qui ont, d'ailleurs comme ici à la cave, on a quelques cuves en béton, bon, bien sûr qui ont été recouvertes dans un premier temps de catel en verre, pour garantir l'hygiène, et puis dans un second temps, elles ont été peintes, ces cuves, avec une peinture alimentaire, époxy. Le béton brut peut aussi être utilisé, il doit être affranchi bien sûr, parce que la réaction chimique avec le vin pourrait être un peu spéciale. Mais il y a beaucoup on reçoit des publicités pour des fabricants de cuves en béton de plus en plus. Alors ça a l'avantage d'être pas très cher, c'est de la maçonnerie, mais voilà. Alors, le chêne, il donne un goût particulier. Certains l'aiment moins. Oui. Est-ce qu'il y a des cépages ou des façons de vinifier où surtout tu n'as pas envie de ça pour changer le goût de ce que tu as envie de produire? Oui, alors moi je pense que le chêne est réservé aux cépages très corsés, très denses. Et puis c'est vrai que lorsqu'on a beaucoup à Genève d'ailleurs, encore une fois, ces cépages un petit peu, enfin même beaucoup très aromatiques, comme les sauvignons blancs, les vionniers, etc. Je trouve un petit peu dommage de les passer dans le bois, parce que le bois va... Certes, c'est bon, mais ça va peut-être avoir tendance à masquer un petit peu ce qu'on attend de ces cépages aromatiques, comme le sauvignon blanc, par exemple. Mais ça, c'est encore une fois une affaire de goût. Alors voilà, écoute, j'ai une liste de questions incroyables. Tu m'as validé le fait qu'on va se revoir, Sébastien. Je te remercie du fond du cœur. Alors, une dernière question sur notre émission. C'est un rituel. Écoute bien, quand quelqu'un te dit « Merci la vie », Sébastien, comment ça résonne en toi? Ça me donne des frissons, parce que la vie, c'est ce qu'il y a de plus beau ici-bas. Et puis, on souhaite tous la garder le plus longtemps possible. Alors, je te souhaite tout le bonheur du monde, comme nos auditrices et à nos auditeurs. À tout bientôt, Sébastien. Salut. Merci, à tout bientôt. Un grand merci de votre soutien. Merci de continuer à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à tout bientôt. Au revoir.